bienvenue. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur cet après-midi d'être avec nous. Nous savons que le temps est compté, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la denrée la plus rare, la plus chère, puisque c'est ça qu'on ne peut pas étendre. C'est vraiment le temps. Donc, nous ne prenons pas à la légère le fait que vous soyez ici. Donc, nous vous remercions. Chacune et chacun d'entre vous, vraiment, en vos noms et rangs. Je vois dans cette salle, si je commence à citer, on va pas en finir, mais je vois tous nos amis de Trust Africa, les amis des Géantes Invisibles. Nous sortons d'une réunion stratégique avec Trust Africa. Réfléchir, penser aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde, en Afrique, dans nos pays, et qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et c'est de cette réunion que nous sortons. Et nous nous sommes dit que très souvent, lorsque nous faisons ces réunions, nous le faisons entre nous, nous produisons nos documents, nous les publions, nous faisons notre travail. Mais pourquoi ne pas aussi prendre le temps de partager nos réflexions, quelques-unes de nos réflexions, même si ce n'est pas encore abouti, on est encore en train de le faire, ce n'est qu'un début du travail qu'on est en train de faire pour notre prochain plan stratégique, mais qu'on entende aussi un peu qu'est-ce que les gens en pensent, n'est-ce pas, Ibrahima? C'était l'idée aujourd'hui. Donc, merci à vous tous. Je vais vous laisser avec Ibrahima qui va modérer ce panel, qui n'est pas vraiment un panel, mais surtout un moment de partage de d'où nous venons et ce que nous voulons faire. Et bien sûr, ce qui nous amène toutes aujourd'hui ici, c'est célébrer les Géantes Invisibles. Et ça, je reviens dessus et vous dirai quelques mots. Ibrahima, merci. Merci. Merci beaucoup, Aïta. Merci infiniment. On se demande, avec cette musique-là, on n'a pas envie de parler. on a envie de l'entendre continuer à chanter avec cette belle voix. Et elle nous a habitués à ça. Elle vient à tout ce qu'on fait au Sénégal comme ailleurs. Hein. Elle est venue avec nous au Kenya, elle est venue avec nous en Afrique du Sud. Vraiment, c'est un compagnonnage extraordinaire. Merci à tout le monde d'être là. Bonjour, salam alaikum. Merci à Kumba pour les mots de bienvenue. Je voudrais juste dire combien on est honoré d'avoir ici tout le monde. Nous avons notre conseil d'administration au complet qui était au Sénégal. Sur le panel, vous avez vu Yatawanda, Kumba est la présidente, Marwa Eldali est une nouvelle membre qui vient d'Égypte. Nous avons Bongi, vous allez la voir et entendre parler d'elle beaucoup, elle vient d'Afrique du Sud, elle est là. Nous avons l'un des fondateurs de Trust Africa qui était dans le board et il nous a fait l'honneur de venir, c'est Tade Aina qui est ici, là, assis. Madame Aïcha Diallo était la présidente avant Kumba. Pour tout vous dire, c'est elle qui m'a recruté. C'est elle qui m'a recruté à Trust Africa, donc vous comprenez l'émotion que j'éprouve à me trouver ici en face d'elle et faire des réunions. On avait aussi Hakim Ben Hamouda qui a dû repartir, il est tunisien, ancien ministre.
et Abdoulaye Diané qui est pour un empêchement, il n'a pas pu être avec nous. Et Bekele, Assefa Bekele qui est d'Éthiopie, qui est aussi, il va probablement arriver d'un moment à l'autre, il est avec nous ici. Donc il y a tous ces gens-là, merci. Et j'ai voir dans la salle aussi plein de gens, plein d'amis, plein de mes grandes sœurs, Penda, Fatimata, c'est un plaisir de te retrouver après tellement d'années. Madame Diorondiaï, c'est Madame la ministre, on oublie de le dire. Ouais, il y a tout le monde qui est là et quand on commence à lister. Penda, oui, oui, oui. Madame la ministre, oui, elle aussi, elle. Professeur et ministre. Et puis il y a plein d'autres qui sont ici. Et puis on attend, Bachili va arriver d'un moment à l'autre. Paloma, qui probablement sera là aussi, là, à l'une salle. Il y a Fatimata Anne, il y a le professeur Jean, everybody, tout le monde, bienvenue, bienvenue vraiment. Et mes collègues venant du Zimbabwe, Brix et toute l'équipe, ceux qui sont venus du Malawi, du Ghana et d'ailleurs. C'est dans le vie d'une organisation, comme on sait tous, on s'arrête par moment, on réfléchit, on se demande si on est sur la bonne voie. On se demande si on fait ce qu'il faut au moment où on est actuellement. Ça des noms, c'est des rituels par moment, c'est plan stratégique, etc. Mais nous, on a dit que finalement, c'est pas le côté rituel qui est important. C'est nécessaire de comprendre exactement où nous sommes aujourd'hui, le contexte mondial dans lequel nous nous trouvons et le contexte dans la région, en Afrique, dans lequel nous nous trouvons. Et la lecture que nous faisons du contexte permet de savoir où intervenir, quoi faire et quelles ambitions on pourrait se donner en fait, par rapport à l'avenir. Et c'est dans cet exercice-là qu'on est, depuis le mois de novembre, on était à Harare, et ensuite on est venu à Dakar pour continuer ça, et passer 2 jours à réfléchir ensemble sur où est-ce que nous sommes aujourd'hui, et où est-ce que, en tant qu'organisation, on devrait ambitionner de nous retrouver d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, pas seulement pour les 2 ans ou 3 ans à venir là. Et nous pensons que ça, c'est une réflexion qui n'est pas confinée à Transafrica. Les gens réfléchissent partout. Et il y a beaucoup d'espace, beaucoup de lieux, les milieux de recherche, les milieux des ONG, des think tanks, les sociétés civiles, les mouvements sociaux. Tout le monde est en train de réfléchir. Parce que nous vivons les effets de la catastrophe qui se déroule dans plusieurs parties du monde. Actuellement, on ne peut pas ne pas être outré par ce qu'on va arriver aux Palestiniens, au Moyen-Orient. On ne peut pas ne pas être préoccupé profondément par les pertes de vie humaines, par beaucoup de désastres que nous observons dans plusieurs parties du monde. On ne peut pas ne pas être préoccupé par le fait que, je voyais sur CNN il y a quelques jours, il disait que 2023 était l'été le plus chaud depuis 2001. C'est extraordinaire. Le changement climatique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain, ça a un impact immédiat sur nous. Alors, ça, c'est tous les côtés problématiques auxquels les gens répondent de plusieurs manières. On répond, toutes sortes de réponses. Hein. On voit, les gens prennent plusieurs voies en essayant de trouver des solutions. Mais on sait également qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Hein, et c'est pour ça que nous nous intéressons à Transafrica, à ce qu'on appelle la philanthropie africaine. En fait, c'est la solidarité, l'empathie que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui tient en fait les sociétés, c'est les ressorts de la société. Et ce qui fait qu'avec tous les désastres, avec toutes les catastrophes, les gens quand même tiennent bon. Et non seulement ils tiennent bon, mais ils vont de l'avant. Et ça, c'est une source d'espoir. On a vu dans notre région, en Afrique de l'Ouest en particulier, des changements de gouvernement de toutes sortes, des coups d'État qui se multiplient. On a vu le djihadisme, on a vu la violence se multiplier de toutes sortes. Mais on a vu également, vécu ça, on a vu qu'on est au Sénégal, aussi un changement de gouvernement pacifique avec une mobilisation extraordinaire de jeunes et de non moins jeunes, parce que les gens ont voulu procéder de cette manière-là. Donc il est possible d'avoir les changements, de près des changements, autrement que par les coups d'État et la violence. Et ça aussi est important d'en tenir compte. On sait que notre continent regorge de ressources. Donc c'est une honte, jusqu'à présent, qu'on trouve beaucoup de gens dans la pauvreté, dans la famine, etc. Donc il y a des choses qui doivent changer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité intellectuelle, on n'a pas les ressources minières, on a les ressources les plus prisées aujourd'hui au monde. Pour quelqu'un nous rappelait ça à Sali. On parle de transition verte pour avoir des énergies propres
pour avoir des moyens de contrôler le réchauffement de la planète, etc. Mais les minerais les plus précieux dont le monde a besoin pour faire ça se trouvent en Afrique, pour la plupart. Hein. Et on ne manque pas de soleil, on manque pas. Mais qui fabrique les panneaux solaires? C'est ça la question qui nous préoccupe. Et quel est l'effet de certaines manières de s'y prendre par rapport aux inégalités, par rapport à la pauvreté? Mais on peut aspirer à de grandes choses dans ce continent-là. Et c'est là que je vais terminer. On est convaincu qu'il est possible que les choses se passent autrement. Que l'Afrique aille de l'avant et qu'elle aille de l'avant de la manière la moins coûteuse, en tout cas pas aussi coûteuse que ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est possible. Ça a été démontré de mille manières par les populations au quotidien, par les expressions de solidarité, d'empathie et de soutien mutuel. Et en tant qu'organisation Trust Africa, nous disons que la lecture la plus fine qu'on pourrait faire de cette affaire-là est celle qui part du fait que ce sont les gens, les populations, qui sont les moteurs du changement, qui devraient être donc l'objet pour lequel on cherche à faire le changement. Et ce sont les personnes qui sont au départ et à l'arrivée de tous les processus de gouvernement, si ça doit être bon. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant que nous avons nos domaines d'intervention. Et ce que vous allez entendre les panélistes vous présenter, c'est un peu des éléments de ces réflexions-là qui a touché à plein de choses. À ce qu'on voit arriver, l'augmentation de la population, le fait qu'on est un continent où il y a des 2/3 de la personne ont entre 25 ans et moins. Right? Et ça ne va pas changer de sitôt. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire quand le monde entier semble se refermer, que chacun se retourne sur soi-même, pour faire revenir une solidarité internationale de valeurs, un universalisme qui vaut le nom, qui mérite le nom, et ainsi de suite. Et c'est ça. Donc je voudrais donc à partir de là, après ces quelques mots, inviter le professeur Tawanda Mukasa, qui a énormément d'expérience là. On a dit qu'il est vice-président à Oxfam America, mais avant ça, il a été à Amnesty International, Amnesty International. Il a été le directeur de l'Open Society Bureau en Afrique australe pendant longtemps. Il est professeur à Sciences Po jusqu'à aujourd'hui, même avec toutes ses occupations. Et donc, on dit que... Et il est, évidemment, il est avocat aussi, il est professeur de droit international. Donc, Tawanda, the idea is to have just a few words, giving highlights of what the conversation has been. Just 5 minutes, because we have not so much time, and we want to give a chance to people who are also to respond. Yeah, please. Merci beaucoup. Merci. So the last time that, so I will speak actually in English. The last time that I was here, when Ebrima was introducing me, he said, Tawanda is going to speak in English. So let's prepare to use the English part of our brain. And I was saying, Ebrima, the problem is that because even on that English side, I'm not sure how much I have, so it's almost like I'm not bringing in a brain into the conversation. But I'm really pleased to see you and to see many good friends, African friends, over the years. Some that I will embarrass because they didn't want to be named or they wanted to be named later. But I was so pleased to see Fatoumata, who many years ago, I worked closely with in her advocacy as a respected lawyer when she was working closely with the Open Society Justice Initiative. And Professor Tade Aine, who is here with MasterCard Foundation. Tade, if you can raise your hand. I'll get up. And Tade has been many things, and I won't spend too much time talking about his CV, but very honored to see him. And there are many other friends, but I will just cite two others. So Aisha, who will be introduced later, is somebody that I also worked with long back when she was leading the FAWE initiative on women in the education sector, promoting education. And I'm sure that that will be acknowledged, but it's also good again to see the intersections. And of course, our leadership, Han Diaye, are here in Senegal,
Oxfam, it's also good to be in her country. So Ebrima asked me to just say very few words, very briefly, about some of the things that we might want to be thinking about and some of the things that we reflected on as a board as we think about how the world is changing and how we can position ourselves. So firstly, while I'm coming from Oxfam America, and I have that American loyalty, but I also have Zimbabwean loyalty. I was born in Zimbabwe. So those who are here and are from Senegal will already know that I'm envious while I am here. And you know why I am envious. So for a long time in Zimbabwe, we have tried to see organizing of young people expressing themselves politically, and to see the courage that we saw here in Senegal is something that we are envious of. I know Briggs will also speak later, he's from Zimbabwe. So I won't say too much about that envy, but I have to acknowledge it. But I say that in order to say as a starting point, politics matters, governance matters. We know that in 2022, just here in this region, there was a lot of expenditures that we were putting, money that we were putting, or that our governments have been putting in security and defense, because they are emphasizing that, right? So when we look actually at the 2022 percentage of the budget, just here in Senegal, 6.7% of the budget going to defense, that's actually one of the more decent ones. But the big ones actually, as you went further, in Niger, 8.3% of the budget was going into defense, even as we know all the needs that are there in Niger in terms of humanitarian needs, in terms of needs for education and so on. Similarly, in Burkina Faso, 12.4% of the money was going into defense expenditure, for instance. But we know the needs for women to be able to access sanitary products in school. We know the needs for education. We know the needs for agricultural support. We know many other needs that are there. We could go on with Mali as an example, again, with 11.6% of the budget, or Chad, where it leapt actually to 21.2% of the budget in 2022. So the reality is that politics matters, governance matters. The decisions that we are making about allocating resources are important, and they make a difference in terms of the future that we are looking for. We have seen and we heard from Ebrima how much Africa is endowed with rich minerals. We know how much we could light up all of Africa and Southern Europe if we actually had Inga Dam in the DRC working properly as a hydroelectric project generating electricity. We know that the lithium that the world needs today in order for us to have a transition in terms of our energy needs as a world is very much produced in Africa, apart from countries like Chile, countries like Argentina, and countries like China. But many countries in Africa are very important lithium producers. We know just here in the neighborhood, in the Sahel, the production of key minerals such as uranium, or key extractives such as uranium. I could go on in terms of the riches that are in the soils of the African continent. Yet at the same time, we know that the African continent is the single place across the world where we are actually seeing a regression in some of the important statistics about how people are actually living life. I often say to Kumba, whose work I have respected a lot, I've appreciated when she and others started Africans Rising as an organization, because they were trying to inspire us. They were trying to say, don't be despondent. Don't just walk like this as a continent, browbeaten. You are rising. But at the same time, I've said to her, let's also be careful to not misrepresent to ourselves or to others the reality of our continent. We really aren't rising at the moment. And let's face that reality. I'm not talking about people that are here who hold progressive views and all the things that you are trying to do to change our fortunes. I'm talking about the reality out there.
where we know that while in 2000, the year 2000, 350 million Africans did not have access to basic drinking water. And by 20 years later, in 2020, that number had not improved. It had actually worsened by 37 more million people being added to that number. And we know that 197 million people in Africa are exercising or practicing open defecation, no toilet, literally going out into the bush to help themselves, as they say, in many of our native languages, as a euphemism. So, if we think about the reality of our continent, not based on our reality, those of us who are here, who are able to dress well for occasions like this, who are able to be in this space, but the wretched of our continent, as it were, in the Frantz Fanon sense of the wretched of the earth, our continent has a lot that it needs to do to progress. So I'm grateful to be in your company, those who are thinking about the future of this continent in all the ways that you are. I'm grateful that I was part of conversations at the Trust Africa board with the staff, with Ebrima, with BRICS and colleagues, thinking programmatically about challenges that Africa is facing, that the world is facing, as we look at a future where the Africa mining vision that has been developed on our minerals and our extractives might perhaps make a difference if we take it seriously and we are able to change accountability for the extraction of the minerals that lie in our soils and are able to say, when we generate income from these minerals, that income must go to our people and must improve our schools and must improve our hospitals. That when we have the Africa Free Trade Agreement, comprehensive as it is and continental as it is, we are able to use it. That we are able to use some of the democratization energy that is in our young people to give them a politics that enables decisions to be made in a better way. But that also, as things are changing globally, including that I arrived here coming from Nairobi, where we were in a civil society meeting of the United Nations, thinking about a future United Nations. How do we imagine a new United Nations, a new multilateralism, where we won't sit here in the pain that 1 million lives have been lost because of the exercise of the veto by the Security Council at the United Nations in the last several years in countries or spaces such as Gaza, such as Yemen, such as Syria, and so on. But where we can have a world which is more accountable, where governments and states that are in the Security Council, in a revised Security Council, hopefully, governments and states that are in other multilateral spaces are making decisions for our lives, for our people, and not for arms industries, not for those that sell arms, not for those that sell bombs, not for those that are extracting oil and plundering the forests of Africa, but for those African children that daily are yearning for a better life. So these were the conversations that we were in, and I look forward to many more opportunities of engaging with you on behalf of Oxfam, on behalf of the Trust Africa Board, in terms of ideas, as we work with you on all these issues. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. That was a really good. Hey, Tade is good. I was gonna invite you. Well, so he has an engagement at 5 o'clock. Hard stop. I was going to ask him to come and say a few words before he left, but I think I sneaked out. But that's fine. That's fine. I think those were extremely interesting and a good highlights of what the conversation has been. And as usual, it's always a pleasure to listen to Tawanda in these board meetings. I would now like to invite Nekesa. Nekesa is the newest member of our team. She started when, 2 weeks ago?
2 weeks today, yeah. But she comes with a lot of experience, working on so many different issues before coming here. And some of those issues, working with young people, for example. And she's the manager of our single largest program now from, a few months ago. And it's on young people, organizing a youth panel that will be anchored in 10 countries. Donc, un panel de jeunes, je vais présenter mes excuses au traducteur là. If you all speak English, ce n'est pas bon. Un panel de jeunes qui va être établi dans 10 pays, dont le Sénégal. Et dans chaque panel, il y aura au moins une vingtaine de jeunes de différents profils, des jeunes ruraux, jeunes urbains, paysans, avec des handicaps, avec voilà. Et ensemble, maintenant, on va travailler avec ces jeunes-là pour comprendre mieux les perspectives des jeunes sur tous les problèmes dont on parle aujourd'hui. Et c'est ça qu'elle va gérer comme manager de ce programme-là. Nekesa, please also your thoughts on this conversation about where we are today in the world and where we would like to go, where we think we must want to go. Thank you so much, Dr. Sal, and thank you to Professor Tawanda and everyone else around here. I'm very honored to be here, and I'm not only speaking for myself. So when you see me, see 1.something billion young people behind me as well. So I just wanted to begin by the comment that Professor Tawanda said about rising. For me, I feel like the rise that I'm seeing right now is one of a vibrant young generation across the continent. So that rise is very profound, and it's a rise that we cannot really ignore at this point. We've been talking a lot about numbers in the past few days in the strategy meeting. We've spoken about 60% of young people in sub-Saharan Africa being, under 25. By 2030, 42% of that will be, the global population will be young people. So for now, I feel like we need to take a bit of a step back and look more at the social side of the strategy, or rather the social side of whatever is happening right now. As young people, I had this whole, I was thinking about how we are talking about young people, how we're talking about, we're always thinking about a group of young people somewhere outside the room. But then today, I want to be very, very specific with using the term we and I, because we are no longer talking about a future of, future leaders. We're talking about young people who are the architects of change right now. They are the change agents. We do not want to be seen as victims. We do not want to be necessarily spoken for in that extent, but we want to also have our voices heard, in that extent. So I just want to bring about a term that I think resonates a lot with what we've been speaking about a lot of the work we are doing, and that's transgenerationality. So having all these different, generations in one room, I was thinking that, we always think that we learn something new from the young people. We learn, we hear a lot of other things from the older generation. But I want us to look at it like we are learning from each other. It does not really matter, what new thing the young people bring. An older generation can also bring new ideas. They can also understand the context and feed into that. And younger people can also have, a lot of other aspects that they can bring in from an older generation as well. So when I was asked to speak today, I just looked at the topic and just thinking about how we can bridge the gap as civil societies, as think tanks for the young people, or together with the young people. And the first thing that came into my mind was, yes, the youth panel that I'll be leading is all about, participatory action research, which is a great stepping point because the young people are not seen as people who are being spoken to. They're seen as part of the team. We're being seen as people who are also working hand in hand to ensure that this change is made. The other aspect I'd like to speak about is mostly just outside the project and programs that are running. As we are in this room today, there are so many young people I'm seeing here. There's so many young people I'm seeing in the organization as well. And just looking at that aspect of bringing these young people in not only as a project, interesting African names, all
names that have ideas that we want to speak about now. And the most recent project that I led before coming to Trust Africa was called the Billy Now Now Project. I just want to dissect that a bit as to why we spoke about, Billy and the two words now now as a sense of urgency. So Billy stands for 1.2 million young people, 1.2 billion young people at that point, and then now now is the sense of urgency of now. So it just brings me back to the point of we are the architects of our present. We are also influencing the future. So we need to start that now. And I did not just say it once, I mean it now, now, now. So that's why the sense of urgency comes in that name as well. And then the role of resilience. We as a generation, we are more than just being resilient. We are more than just saying we want to be part of this story. We are also the story. And I was speaking to someone before this panel, just thinking about, actually it was my colleague Betule. We're just talking about all these great African giants who have led liberal movements, who have been the groundbreakers in different situations. And I was just asking, so what is our role? What is that one thing that us as young people bring? We talk about social movements. What is the role of the social movements? And I kept on saying that the ground has been broken for us. Our work is tough. Our work is to make sure that we do not lose that momentum. Our work is to ask what next? What next? What can we keep doing to ensure that the work that the African giants that they have done for us is not going to be, left in vain? What can we keep on doing, and what can we hand on to the next generation? Because we will not be young forever. We need to keep on looking at how we continue disseminating all that information and all the skills that we have learned as young people as well. And then when it comes to the core values and, the core values of the African Youth Panel, the primary aspect of it being, youth agency. We keep on speaking about empowering young people and all that. Young people do not really like that word these days about empowerment, because the idea it gives is that we are waiting for someone to come and save us. We need to be saving ourselves as well. So we can't just sit here saying we're waiting to be empowered, but we would like that support to continue that empowerment, to continue, working for our livelihoods. I'll be leading a lot of work on decent youth and decent and fulfilling work for the young people. But then I just would like to look at it in a different aspect, where we are looking at the livelihoods and not just employment. Young people have good ideas, they have initiatives they're leading, and a role that the CSOs and the think tanks can also help us with is to provide us those resources, invite us to such spaces, invite us, welcome the ideas and help us to be able to refine them and make them an idea that does not just work for the young people, but works for the community as a whole. Because we do love our communities, and we are also, a part of that growth in the community aspect as well. So I'd just like to invite all of us here to, collaborate with us for the bright future, the present that we are creating right now, to invite all this, innovative, vibrant energy, the dynamism that we have in this continent, and we can do a lot of work, and we can do great things as well. So thank you so much. Thank you very much, Nekesa. Thank you. Merci Nekesa. Merci beaucoup pour cette brilliant intervention. I see, would like to welcome Professor Abdoulaye Bathily, who is just joining us. Merci, Prof. Merci d'être venu. Voilà. Il y a également le professeur Diallo Diop qui est là. Le professeur Khairi de Afar qui est là aussi. Merci à tous. Merci de vous, Pierre Madame. Maintenant, je voudrais inviter Briggs Bomba, le directeur du programme de Trust Africa, de aussi partager avec vous quelques-uns des points qu'on a discutés. L'exercice pour ceux qui viennent d'arriver, c'est on partager avec l'audience des éléments, des réflexions que nous avons eues sur le continent, sur le contexte actuel et sur quelles devraient être nos priorités. Et ça, je vois. Yassine Fall, is it? Ça, c'est Yassine Fall. Non, tu vois, je pense que
Thank you, Ebrima. I'm honored to serve currently as the programs director for an amazing institution, an incredible institution called Trust Africa. And I'm humbled to be speaking before you today in front of many of my own heroes who are in the audience. And it's wonderful to come after our latest superstar, Nekesa. We're an institution of superstars, and she's the latest superstar to join the institution. Your words were just on point and incredible. I've been given a very few minutes, so I wanted to just talk about three things, building off the process that we've been engaged in, our strategic planning process is Trust Africa. The first is to do with looking at the watch and understanding what time it is. In other words, being able to characterize the moment we are in historically, so that we know what task we need to attend to. Through our engagements and our conversations, we have said this is a turning point in history. This is the end of a historical cycle and, of course, the emergence of the next historical cycle. When you look at the issues that are concerning us globally, continentally, and nationally, we are saying they've transcended the realm of problems. They've now become a crisis. And when we are saying problems, we are talking of things that you can attend to through routine procedure, through everyday thinking, through our management frameworks. We can solve those. But when we are saying it's a historical crisis, we are saying we need a new paradigm shift. We need new thinking to be able to provide solutions to the questions that are concerning us. And it's at many levels. We are also saying that the ideas that have anchored our societies, that have anchored our thinking up to this point, have become exhausted. They have lost their capacity to be able to solve the most pressing concerns that we have in the realm of peace and security, in the realm of climate change, in the realm of basic livelihoods, in the realm of basic guarantees to the next generation that there is a future. The ideas have lost their capacity to be able to give us answers to that. So that is our starting point. The second level to that is the question of, in our agenda, it has been put forward as think tanks. But we are saying that knowledge is critical in us being able to transcend to the new paradigm that will give us the answers that we need today. We need to engage in an unprecedented knowledge project that provides new answers. The answers that we are dealing with today, most of them were provided in 1944 and 1945. That's when the IMF was created, the World Bank was created, the United Nations was created. These were all answers at a moment like the moment before us today. So we are saying we need a new project to be able to provide answers that are up to date, that can take us into the next arena, into the next era. And for us, we are then saying it's important, there's an important role for think tanks, there's an important role for academics, there's an important role for intellectuals, African intellectuals, to be able to provide and generate that knowledge.
But we are going beyond that. We are challenging ourselves and asking the question of where does knowledge come from? And we recognize that knowledge also comes from spaces that are outside of the academia, that are outside of the intellectuals, that are outside of think tanks. Knowledge comes from struggles. The language we like to use is that in struggle, a struggle produces both heat and light. The light part of the struggle is the knowledge. When we hear fees must fall in South Africa and they are saying, no, we are insisting that a big part of the state's budget must go towards funding education, that's actually a hint of a solution. So struggles produce heat, they produce light. So we are saying, can we combine the knowledge that comes from our experience, that comes from the struggles of social movements, of civil society, of the labor movements, of community struggles, of young people fighting for all these rights? Can we combine that into ideas that will inform what we are advocating for as the next era? Then I'll move to the last point, which is the third point around agency, because our agenda spoke about think tanks, civil society, and philanthropy. For that, we are saying we must have an understanding then of how does change happen? How does history move forward? And we are insisting that we move forward when communities, when citizens, when activists, when civil society organizes itself and attends to the issues that are at hand and insist on the changes that need to happen. The point is that it's not just a technical issue. I'm here, Asefa has come in because it was part of our conversation over breakfast today. It's not just about having the knowledge, which is the point I was belaboring earlier, and proffering technical solutions. It's actually a political question to then say, how is that taken up and translated into momentum for change and transformation? And for that, we are saying the agency, civil society, young people, social movements are essential to be at the heart of owning this, championing it, driving it, and insisting and pushing and pressuring for the political will that needs to be there so that we can move from where we are to where we want to go, to our desirable futures. So those are the 3 points that I wanted to share, Ebrima. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup, Brix Bomba, directeur du programme de Trust Africa. Ce sont les 3 présentations que nous avions prévu de faire pour introduire cette conversation. On avait prévu un certain nombre de réponses, réactions rapides, mais on va en limiter à 2. Je voudrais inviter le professeur Pendambo, Madame la ministre, de dire prendre juste 3 minutes, ouais, juste pour réagir très rapidement à ce que vous avez entendu. Ensuite, je vais vous demander à Madame Georgia. Voilà. Je vous remercie, Ibrahima, pour cette importante réunion et je salue toutes les personnalités ici présentes. Je me sens absolument dans ce que vous venez de dire. Tous. Il y a juste 2 jours, Madame Ndiaye peut en témoigner, nous avons relancé les activités du mouvement citoyen. Parce que depuis quelques années, je rêve d'une chose, c'est-à-dire un vaste mouvement intellectuel, citoyen en Afrique, comme vous venez de le dire tout de suite, pour transformer la réalité africaine. Première chose. Deuxième chose, et je rejoins notre collègue, c'est-à-dire c'est la question de la jeunesse. On l'a vu, la jeunesse qui se déploie de différentes manières, que ce soit d'une manière positive ou négative, quand on voit tous ces jeunes qui meurent justement dans
l'océan Atlantique, la Méditerranée, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un bouleversement, un ensemble de bouleversements aujourd'hui en Afrique qui demandent une direction politique et une direction intellectuelle. Et je suis d'accord que ce mouvement, nous devons tous ensemble le construire pour être les héritiers de Présence africaine, ce que Présence a fait dans les années 40, les héritiers de mai 68, comme les Abdoulaye Bathily, et les héritiers des transitions démocratiques qui se sont passées sur ce continent depuis au moins les années 80-90. Alors comment prendre tout ce qu'il y a de positif dans cette évolution historique et la sédimentation intellectuelle pour transformer l'Afrique? Et c'est là où le discours que vous donnez de tenir me semble être des discours extrêmement importants. Et ma dernière réaction, c'est par rapport au dernier orateur. Je l'ai suivi et je suis absolument et entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que tous les instruments dont nous disposons, que ce soit sur le plan multilatéral, dans les relations entre nations, mais ces instruments ont été créés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ces instruments ne sont plus efficaces face à la montée des périls. Et cette Troisième Guerre mondiale qui pointe à l'horizon, le génocide, il faut oser le dire, à Gaza. Mais au-delà de tout cela, et aussi le fait que le continent soit si exposé aujourd'hui dans l'exploitation de ses ressources et que le continent suscite autant de convoitises, il faut armer moralement, intellectuellement, politiquement notre jeunesse pour faire face. Et je termine, j'ai lu ce matin quelque chose, je ne sais plus, je lis tellement de choses que je ne sais même plus où est-ce que je l'ai lu. Et quelqu'un disait qu'avec en Occident de façon globale, avec le vieillissement de la population, les Occidentaux ne sont plus prêts à prendre des risques pour investir en Afrique parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des gens qui peuvent disparaître, etc. Nous devons prendre conscience de tout ça, au-delà des questions de l'éducation que le professeur venait de poser, pour dire aux jeunes, justement, et surtout aux femmes, et ça je m'adresse aux femmes, que nous avons besoin d'organiser notre épargne intérieure pour investir dans le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons plus faire face à la fuite des capitaux. Nous ne pouvons plus continuer à faire rien que des dépenses improductives. Nous devons tous prendre conscience que l'avenir de l'Afrique dépend de ce que nous en ferons et de ce que nous déciderons. Je remercie beaucoup Ibrahima. Il a parlé, on a eu une grande conférence sur la philanthropie la dernière fois. Et c'est vrai, sur une question, pour moi la philanthropie, elle est fondamentale. C'est la question de l'éducation. Le financement de l'éducation devient de plus en plus difficile à trouver. Alors si les Africains qui ont l'argent, qui ont les moyens, et Dieu sait qu'il y a des Africains qui sont riches, ne s'organisent pas, parce que l'éducation doit être supportée par des forces sociales. Si ces forces sociales ne jouent pas véritablement leur rôle, eh bien, notre jeunesse sera toujours exposée et n'aura pas les forces et les capacités nécessaires pour faire face à cet avenir que vous évoquez avec les changements climatiques, tous les problèmes. Hier, je parlais de la disparition un jour de Dakar. Nous ne serons pas là. Et j'ai entendu Mélenchon l'évoquer avant hier aussi, ce qui se passe à New York, ce qui se passe aussi à Jakarta, ce qui va se passer au Sénégal. Je dis que vraiment, il faut être inconscient pour continuer à construire sur le littoral, parce que vous mettez en danger, mais vous mettez le reste des populations aussi en danger. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette réflexion approfondie. Madame le ministre, encore 3 minutes de réaction rapide et je passe à l'autre côté de la salle. Merci. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas de très bonnes jambes en ce moment. Bonsoir tout le monde. Ah oui, je vieillis tout à fait, mais j'ai la joie d'être encore présente et de partager quelques idées avec vous. Je voudrais remercier toute la salle et remercier bien entendu Kumba et toute l'équipe de Trust Africa. Ibrahim, je ne le cite pas, mais vous savez très bien que vous êtes tous dans nos cœurs. Je voudrais dire que c'est tellement important ce qui se passe en ce moment dans le pays et
on remercie que Dieu nous laisse la possibilité d'être témoins de ce qui se passe et d'intervenir. Moi, j'ai été ravie d'entendre ma fille, ou ma petite fille d'ailleurs, parce que elle ne doit pas être loin de l'âge dernier enfant que j'ai eu. Et je suis ravie et fière de te voir intervenir comme tu as parlé. Parce que c'est ça l'avenir, c'est vous l'avenir. Penda a évoqué ce qu'on a fait cette semaine qui vient de passer. Et c'est heureux que Abdoulaye Bathily soit là, qu'on sache que tu es de retour, on en parlera. C'est heureux que Mariem également soit là, Dior Falsao, avec qui on a cheminé ces dernières années dans beaucoup de difficultés. Je crois que Dieu nous a entendus. Dieu nous a juste ouvert les portes maintenant pour que notre intelligence, notre cœur, le cœur que nous avons, la foi qu'on a dans le développement de nos différents pays, nous guide pour créer quelque chose de nouveau et avec les jeunes. Et les jeunes en veulent. Ils ont la formation, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai qu'on a des problèmes d'éducation, des problèmes de disponibilité, de la connaissance pour nos jeunes. Mais avec le peu qu'ils ont et tout ce qui est énorme qu'ils réussissent en ce moment, j'ai beaucoup confiance. Je sais qu'on s'en sortira, mais il faut avoir la volonté de le faire. Il y a 2 jours avec Penda, elle a fait une introduction magistrale pour remettre en selle son organisation, ce groupe des citoyens qui parle de la citoyenneté. Moi, je pense, Penda, je suis convaincu qu'on ne peut pas vouloir d'une république sans citoyens. Et les citoyens, ça se forme. Un citoyen, ça s'éduque. Un citoyen, on l'instruit. Un citoyen, on le forme, on le formate, et à l'école avec un grand E, et dans la famille. Or, nous sommes malades des 2 côtés en ce moment, que ce soit au Sénégal ou ailleurs d'ailleurs. Je pense que c'est à nous, les femmes, de prendre pas de prendre le relais, mais de créer quelque chose qui améliore ce qui a été fait jusqu'à présent. Je fais partie de la vieille génération. J'ai fait comme j'ai pu. D'autres aussi ont fait comme elles ont pu. Seulement, on n'a jamais pensé, on n'a jamais fait avec tout ce qui est croissance démographique, dividende démographique, tout ce qui est changement qui se passe à travers le monde. Cette 3e guerre dont on parle depuis longtemps, elle est là. On est en train de la vivre, que ce soit en Ukraine, que ce soit Israël et la Palestine, à Jérusalem. Donc, il y a une urgence pour que cette grande majorité que constituent les femmes. Ben m'a donné un signal tout à l'heure en me disant de parler des femmes. Mais les femmes, c'est l'énorme majorité qui devient une minorité quand il s'agit de gouverner, quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit d'être là, autour de la table, et de partager un pouvoir, quel qu'il soit, avec les hommes. Et on ne peut plus continuer à détourner la tête ou juste à être discrète quelque part et à nous profiler et partir. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment ou à un autre qu'on confronte la réalité, qu'on parle avec les gens, et sans aucune violence. On n'a pas besoin d'être violent. Nous ne sommes pas des violents. On ne connaît pas ce que c'est que la violence. Les femmes subissent énormément de violence, mais elles ne connaissent pas ce que c'est que la violence, parce qu'elles ne l'induisent jamais en principe. Donc, il est temps peut-être que les femmes qui sont plus jeunes que nous, qu'on les accompagne. Je ne dis pas qu'on les encadre, mais qu'on les accompagne, parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Cette petite-là, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller et où elle veut amener son continent. Donc, je voulais dire juste, Ibrahim, vraiment que c'est bien de nous avoir invités. Moi, j'ai l'honneur d'avoir juste parlé de ma sœur, Aïcha, mais j'en parlerai comme j'aurais pu parler de n'importe qui d'entre vous dans cette salle, parce qu'il y a énormément de choses qui nous lient, tout autant que nous sommes, et il est bon qu'on ait le courage de redevenir, juste d'être la majorité que nous sommes, mais de ne pas être une majorité qui devient une minorité quand il s'agit des choses du pouvoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. La majorité reste majoritaire tout le temps. Professor Bachili, I would please like you to say a few words. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard, pour des contraintes indépendantes de ma volonté. Je suis venu en retard et les absents ont toujours tort. Et il ne serait pas poli de ma part de parler ou de réagir par rapport à des présentations qui sont faites alors que je ne suis pas là. Ce ne serait pas honnête et ce ne serait pas correct de ma part. Mais je voudrais dire que j'ai répondu à cet appel pour au moins deux raisons. D'abord, j'ai été invité par Trust Africa, qui est une organisation qui a marqué ce qu'on peut appeler le landscape des organisations de la société civile, non seulement au Sénégal, mais sur le continent africain, dirigé par un ami, un collègue, et je peux même dire un comrade in arms, Ibrahim Sall, qui a apporté une contribution immense à l'évolution des idées de libération du continent. Également à Koumba Touré, ma petite sœur, pour les mêmes raisons, mais aussi à ma sœur, Aïcha Diallo, que j'ai eu à côtoyer dans plusieurs forums et dont j'ai toujours admiré les interventions pertinentes et sa contribution immense à l'avancement des idées de l'éducation, de la culture, la cause des femmes, la libération des femmes, qui est un élément aujourd'hui décisif de l'évolution des peuples d'Afrique vers leur libération. Et Aïcha, donc, félicitations encore. Et je n'ai pas autre chose à ajouter à ce que ma petite sœur Penda et ma sœur Ndioro ont dit. Et j'ai écouté le directeur de programme. Je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le continent africain traverse une période critique de son histoire. Et il est temps qu'on en prenne conscience. Je viens de rentrer, après presque un séjour de 20 mois, en Libye, qui est une chaudière, un miroir de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Un pays où les questions de souveraineté, les questions d'appropriation de notre destin se posent avec acuité. Et je suis d'accord avec cette idée comme quoi aujourd'hui nous avons besoin de relancer la dynamique de libération du continent. Après ce qui s'est passé en 1960, nous avons eu des drapeaux, nous avons eu des hymnes nationaux, mais nous savons maintenant qu'avoir un drapeau, un hymne national, ne suffit pas pour dire qu'on est indépendant, qu'on est libre. Odinga disait « Not yet Uhuru ». À l'époque, quand il disait cela, les gens accueillaient
ses propos avec un peu de moquerie. Mais c'est plus que jamais vrai. We are not yet free. The freedom we are looking for in Africa is more than ever needed on the economic front, on the political front, on the cultural front, on the social front. For this new freedom to be won, we need the mobilizations of all the segments of our society, among which the young people should be the spearhead, among which women should be the spearhead. I believe that this second or third liberation we are looking for is a must. I always talk about the revived international scramble for Africa taking place today. When you look at the geopolitical rivalries among the powers that be at world scale today, and Africa is at the center of that rivalry, there is a need for the African citizens to be conscious of this, to take their responsibilities, to come together, to mobilize on all fronts to make Africa a continent of freedom, of liberty. This is all I want to add to what has been wonderfully said by all here. Thank you. Thank you so much. Wonderful. That was wonderful. On a encore une contribution extraordinairement riche. Je vais prendre une seule personne et après on va passer à la deuxième phase. Je crois que ça c'est un débat qu'on peut continuer jusqu'à longtemps. Mais on est à Dakar. On est à Dakar, on va avoir l'occasion d'échanger sur ce programme-là. Je voudrais inviter le professeur Diallo Diop. Je n'étais pas prévenu, mais je te fais confiance et je te connais. S'il te plaît, 2 mots pour nous dire qu'est-ce qui t'inspire ce que tu as entendu en 2 mots. Et après, on va passer à la deuxième phase du programme. Tu m'as piégé. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je dois m'excuser pour être arrivé en retard, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter. Je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter à ce que j'ai entendu. D'abord parmi les intervenants, et ensuite venant de la salle, en particulier de ce que Ablaye vient de dire. Peut-être juste que, finalement, si on y regarde de près, il n'y a rien de vraiment nouveau sur ce qui se passe dans notre continent. La situation chaotique que nous vivons à présent est de même nature, au fond, que celle que nous avons vécue au tournant des indépendances aux années 60. Et si on va au-delà, hein, j'ai bien aimé le rappel sur l'origine de ce qu'on appelle le système des organismes internationaux, hein, à commencer par l'ONU. Mais l'histoire de l'ONU n'est qu'une répétition de l'histoire de la Société des Nations. Et elle qui est issue de la Première Guerre mondiale. Or, la Société des Nations, issue de la Première Guerre mondiale, n'est au fond, si vous voulez, elle est morte de conditions qui ont donné sa naissance. Elle est issue de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une tentative violente, comme tout ce que font les Européens, de repartage du Congrès de Berlin à la fin du 19e siècle, où ils s'étaient assis autour d'une table, en notre absence, pour se partager notre continent. Quelques décennies de conflits après, dont des génocides. Hein, pour l'Afrique, le XXe siècle s'est ouvert sur un double génocide.
le génocide des Herero et des Nama, vraiment au début donc, du XXe siècle, par les Allemands, en ce qui était à l'époque le sud-ouest africain, mais antérieurement, il y a le génocide du roi des Belges, Léopold II, au Congo, qui a fait 10 millions de morts, selon les études, les travaux de l'historien Adam Hochschild. Revenons-en à notre XXe siècle. La Ligue des Nations est morte avec l'invasion de l'Abyssinie, comme on l'appelait à l'époque actuelle Éthiopie, par Mussolini, donc le fasciste italien. Et il paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a rapporté à Genève, que c'est dans le Palais des Nations à Genève, lorsque Haïlé Sélassié, en fuite vers sa retraite londonienne, s'est arrêté et a dit aux représentants des nations présentes, mais l'assurance que vous m'aviez donnée, que jamais vous ne me laisserez envahir comme le reste du continent, puisque l'Éthiopie était l'exception, vous ne l'avez pas respectée. Et on vous dit, en vous faisant visiter ce palais, enfin la salle de conférence de ce palais, que c'est ici qu'a été signé l'acte de décès de la Ligue des Nations. Eh bien, quelques décennies plus tard, au tournant des indépendances, au moment où les Nations Unies vont organiser leur première mission de maintien de la paix en Afrique, c'était avec l'assassinat de Lumumba au Congo, qui, 50 ans après, 60 ans après, saigne encore, hein, à petit feu ou à grand feu, de ce crime initial, de ce crime séminal. Donc, si on veut tirer les leçons de notre expérience historique, on est obligé de revenir à ce qu'ont dit les pères fondateurs de ce qu'on appelle le panafricanisme au début du siècle, que la condition de la libération et de la reconstruction de notre continent, c'est son unification politique. C'est la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui plus que jamais. Et tant qu'elle ne sera pas résolue, on se collerera sur le sexe des anges, mais on continuera à tourner en rond, en se mordre la queue, pendant que le pillage et le saccage de notre continent se perpétuera. Il a fini le XXe siècle sur un double génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda et des Hutus modérés, comme on dit, hein, et évidemment les conséquences, les retombées de la déroute des génocidaires Interamwe au Congo, qui lui ne va pas faire 1 million de morts en 90 jours, mais on en est à 4,5 millions à 5 millions de morts en 2 décennies, et on continue à saigner au Congo, comme vous le savez, au Kivu. Donc le temps n'est pas aux élucubrations, aux analyses ou aux divagations. L'expérience de Ablaye Bathily, comme représentant des Nations Unies au Congo, hein, c'est pareil, c'est exactement le même scénario, au point qu'il a démissionné. Donc voilà quoi. Hein, plus ça change, plus c'est la même chose. Je vous remercie. Merci. Merci vraiment. Alors, l'unité de l'Afrique, l'unification de l'Afrique, le panafricanisme, plus que jamais à l'ordre du jour. Alors, je voudrais remercier tous les intervenants. I'd like to thank all the speakers, please, for giving highlights of our conversation initially to the crowd. On va donc remercier tous les intervenants et ceux qui ont réagi à chaud. Avec sans temps de préparation. Il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à ces questions-là. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais on va en rester là. Parce qu'on s'est réunis ici principalement, en fait, c'est pour célébrer justement le caractère exemplaire de leadership qu'ont démontré quelques personnes, justement dans la recherche des solutions auxquelles le monde entier est confronté. Et c'est ça le principal. C'était une préface. Ce qu'on a fait là, c'était une prélude à cette rencontre-là pour illustrer à quel point il est important quand même de reconnaître que malgré tous les problèmes, il y a des gens qui étaient dans les tranchées, in the trenches comme on dit, et qui ont affronté toutes sortes de difficultés, qui ont démontré un courage extraordinaire et une ingénuité et un leadership sans pareil. Et c'est grâce à ces personnes-là on peut être là même aujourd'hui à parler, quoi. Et il est temps de reconnaître ça. Et c'est à ça qu'on va passer maintenant.
Merci encore à tout le monde. Professor Assefa, we were here introducing the board members. We are pleased that you join us here too. Professor Assefa est membre du board. Alioune Tine, on me dit qu'il est là. Il y a d'autres personnes, d'autres amis qui sont aussi dans la salle. Bienvenue à tous. Et Marema Touré, une des personnes qui vont être célébrées, est également là maintenant.